Est-ce que vous voulez des enfants? Oui, je voudrais des enfants, mais avec le climat actuel, et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Moi, plus d'une fois, j'ai hésité à vouloir avoir un enfant. Je sais pas trop, peut-être que oui, peut-être bien que non, mais après ça se questionne dans l'époque dans laquelle on est. Les Français font moins d'enfants et pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a connu en 2025 plus de décès que de naissances. Et c'est pas arrivé très souvent dans l'histoire de France, c'est arrivé fin du 19e, dans les années 30 et maintenant, donc c'est quand même exceptionnel, c'est une bascule qui est historique. La baisse de la natalité, la baisse de la fécondité, on l'observe partout dans le monde, à des vitesses plus ou moins fortes. La France y a longtemps échappé, jusqu'en 2010, on était le pays de la résistance à la dénatalité, on faisait encore relativement beaucoup d'enfants, le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme était à 2, aujourd'hui il vient de tomber à 1,5, et donc sur ces 15 dernières années, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un effondrement des naissances, le terme n'est pas exagéré, parce que c'est moins 25% de naissances en 15 ans. La France fait donc désormais partie des États de l'Union européenne qui connaissent un solde naturel négatif. Aujourd'hui, seuls 5 pays ont encore un solde positif. Chypre, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et la Suède. Mais alors, comment s'explique cette baisse de la natalité ? Il y a des raisons qui sont historiques, qu'on connaît depuis très longtemps, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire que les progrès médicaux, l'urbanisation, l'éducation des femmes, à qui on donne accès aux écoles, aux lycées, aux collèges, les droits des femmes, bien sûr, la contraception, le fait que la fécondité soit devenue un désir et ne soit plus subie, tout ça joue forcément sur une tendance à la baisse, mais ça n'explique pas pourquoi ça baisse depuis 15 ans aussi vite. Donc il y a d'autres choses qui sont en jeu. Alors il y a des raisons sociologiques, il y a plus de célibataires, les couples sont plus fragiles qu'avant, ça joue énormément. Il y a aussi des raisons socio-économiques très fortes que moi je mets en avant et j'en vois 3 qui sont importantes. La première, c'est le logement, la crise du logement. C'est une crise sociale, c'est une crise démographique qui touche de plein fouet la jeunesse, qui a perdu de la surface habitable. Dans les grandes villes, un jeune payé au salaire médian, il a perdu 25 mètres carrés de surface habitable, donc c'est 2 chambres d'enfants qui ont disparu. Les jeunes ont du mal à se loger, qu'ils ont du mal à accéder à la propriété immobilière. Or, c'est un peu la base d'avoir assez d'espace, d'avoir un nid douillet, un chez-soi, pour ensuite projeter ses projets familiaux. Il y a aussi le fait que les modes de garde soient sous tension. C'est une galère dans les crèches, que c'est une galère pour trouver des modes de garde. Et ça impacte là aussi d'autant plus les femmes parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas un mode de garde disponible. En fait, ce sont elles, malheureusement, qui doivent se retirer du marché du travail pour garantir la garde d'enfants. Et donc, en fait, cette tension-là fait aussi réfléchir à 2 fois, quand on veut faire des enfants, de savoir comment est-ce qu'on va gérer la famille, la carrière, le travail en même temps. Le dernier point, c'est quand même qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans la société française, c'est qu'aujourd'hui, la pauvreté, elle a changé d'âge. Les pauvres aujourd'hui, ce sont les jeunes, ce sont les étudiants, ce sont les jeunes actifs, ce sont les familles monoparentales. Et le niveau de vie en fait des jeunes actifs, ceux qui sont aujourd'hui en âge de faire des enfants, il a plutôt stagné sur les 15 dernières années. Donc on a moins de moyens aussi pour financer un désir d'enfant et on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Fonder ma famille, c'est quand même quelque chose qui est important et effectivement dans le monde dans lequel on vit, on se pose la question avant d'en faire. La sécurité, la précarité, le coût de la vie. La situation économique, c'est très compliqué. Mais en tout cas, j'aimerais toujours avoir des enfants. Alors moi, ce qui me questionne, c'est l'avenir qu'on va offrir aux enfants. C'est pas le fait de faire des enfants, c'est quel monde on va leur offrir. Franchement, si on veut avoir des enfants et qu'on se donne les moyens, on peut avoir des enfants et vraiment bien gérer. C'est très difficile de sonder le désir d'enfant, puisque c'est quelque chose de très intime, de très personnel, qui dépend de tellement de facteurs. Mais on a des enquêtes quand même qui montrent que le désir d'enfant reste archi majoritaire en France. Il tourne autour de 2 enfants en moyenne quand on demande le nombre d'enfants idéal aux jeunes Français. Et donc moi j'interprète quand même cette baisse des naissances non pas comme tout d'un coup une évaporation du désir d'enfant comme ça en 15 ans soudainement, mais plutôt comme des conditions socio-économiques effectivement qui ont changé. Concrètement, quels sont les impacts de la dénatalité, d'une démographie négative ? Alors il faut bien comprendre que la démographie ça conditionne tout. Ça conditionne l'état d'esprit du pays. Moins d'enfants, c'est aussi moins de sang neuf, c'est aussi moins d'audace, de créativité. C'est quand même ça la jeunesse aussi, c'est d'aller secouer l'ordre établi. C'est des écoles qui ferment, c'est des classes qui se vident, c'est des territoires qui se vident complètement de jeunesse. Et ça fait déjà 15 ans qu'on le vit. On a fermé 6000 écoles primaires, on a perdu 1 demi-million d'écoliers. C'est moins de collégiens déjà, moins de lycéens à partir de cette rentrée. C'est moins aussi de travailleurs, moins de bras et de cerveaux pour faire tourner l'économie. On a besoin de main-d'œuvre. Et c'est aussi moins de cotisants. On a un modèle social en France, et c'est la particularité française, c'est que notre modèle social, on a tout misé sur la démographie. À la Libération, on s'est dit, on va faire un modèle où ce sont les jeunes qui payent pour les vieux, en gros, et ça marchait très bien quand il y avait beaucoup de jeunes et très peu de vieux.
Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a de moins en moins de jeunes, on a de plus en plus de personnes âgées. Il faut payer les retraites, il faut payer la santé, il faut payer la dépendance. Et tout ça, ça pèse très très lourd, et notamment sur les fiches de paye. On s'endette aussi pour ça. Donc c'est de l'argent qui ne va pas dans des investissements, par exemple, dans les écoles, dans l'écologie, dans les hôpitaux, dans les infrastructures, dans les tribunaux. Et donc le risque aussi, c'est que cette démographie, elle emballe la dépense publique dans le sens d'une partie uniquement de la population au détriment de l'avenir, au détriment de la jeunesse, au détriment de l'éducation par exemple. Et donc ça pose un vrai problème de savoir comment est-ce qu'on va continuer à financer le modèle social et comment on va aussi continuer à créer la richesse collective dont on a besoin justement pour financer ce modèle et pour maintenir nos niveaux de vie. Et donc il faut tout réinventer et il faut surtout sortir, je pense, de ce déni de démographie dans lequel on est, à croire qu'on peut continuer à faire comme avant alors qu'aujourd'hui ça ne marche plus. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors moi, quand j'entends réarmement démographique, j'ai les poils qui s'hérissent parce que le terme est vraiment très très mal choisi. Voilà, le ventre des femmes, ce n'est pas un obus, les enfants ne sont pas des canons, donc je pense que la rhétorique est complètement à côté de la plaque. Après, je pense que l'action publique a un rôle à jouer dans la facilitation du désir d'enfant, en tout cas la réalisation de ce désir. Elle n'a aucun rôle à jouer dans les chambres à coucher ou pour dicter les modes de vie, mais je pense qu'elle a un rôle à jouer notamment sur les modes de garde, de réorienter la dépense publique et la décision publique vers la jeunesse, de lui redonner les moyens de pouvoir recommencer à rêver, à se loger, à vivre de son travail. Tous les pays qui essayent de mettre des choses en œuvre justement pour faire repartir la naissance à la hausse, on s'aperçoit que c'est très inefficace. Alors il y a les choses assez classiques, les allocations familiales, les crédits d'impôt qu'on fait en France, ça aide, mais vraiment à la marge. Il y a des pays qui essayent de faire des week-ends de 3 jours, vous voyez, la semaine de 4 jours avec 3 jours en week-end, en espérant que les couples passeront un peu plus de temps ensemble et que ça pourra peut-être déboucher sur des nouvelles naissances. Tokyo vient de mettre ça en place, il faudra voir si ça marche. En Chine, maintenant, vous avez des armées de fonctionnaires qui sont chargés d'appeler des jeunes femmes en âge de procréer pour leur demander si elles sont enceintes ou pas. Et donc là, on est vraiment dans une forme de harcèlement téléphonique et d'une puissance publique qui ne rechigne pas à carrément rentrer dans l'intimité des gens, dans l'intimité des femmes. La population française continue tout de même d'augmenter, même si c'est un rythme plus lent que les années précédentes, mais il y a une hausse de 0,25% par rapport à 2024, et ça c'est dû au solde migratoire. Donc est-ce que l'immigration, c'est la seule solution finalement ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous avez un solde naturel qui devient négatif, donc plus de décès que de naissances, il ne vous reste plus que le solde migratoire pour, qu'on le veuille ou non, pour rajeunir et continuer à croître démographiquement. L'immigration, c'est une des solutions, effectivement, pour faire face à cette raréfaction de la jeunesse, au fait qu'on manque aujourd'hui déjà d'actifs dans plein de secteurs, dans plein de métiers, mais c'est pas que la seule solution. Alors il y a bien sûr les politiques familiales pour essayer de refaire des enfants, c'est très inefficace et puis ça prend du temps, mais il y a aussi les robots, par exemple. On peut aussi estimer que si on a moins de personnes, moins d'humains, on robotise l'économie. On le voit déjà dans certains secteurs industriels, on le voit dans certains pays qui sont très vieillissants. Ce qui va être un peu plus compliqué justement sur la robotisation et sur l'IA, c'est de savoir où est-ce que nous, en tant que société d'ailleurs, on décide que les robots sont les plus efficaces. Je pose une question très simple, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser notre grand-mère dans un EHPAD à un robot toute la journée ? Les EHPAD, c'est déjà des lieux où il y a des grosses tensions au niveau de la main-d'œuvre. Et donc, est-ce qu'on remplace les infirmiers, les médecins par des robots ? Est-ce qu'on est prêt à laisser nos enfants dans les crèches à des robots ? C'est des questions qui sont extrêmement vertigineuses. C'est des questions éthiques, presque. C'est des questions éthiques, c'est des questions qui... Voilà, et d'ailleurs, on voit que des pays comme même le Japon, y reviennent. Moi, je pense au final quand même que pour s'occuper des humains, on a besoin des humains. Et donc, on ne peut pas remplacer un pour un la technologie, l'humain par la technologie. Et d'ailleurs, on voit que toute l'histoire économique est faite de ça. On a toujours eu peur que la technologie remplace l'humain. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, ça a bougé les besoins dans d'autres secteurs de l'économie. Et c'est vraisemblablement ce qui va se passer là aussi.